italienne, dont le chef de file est la commune de Benevagena, dans la région Piémont. Et 3 partenaires français, donc le département des Alpes de Provence, la commune de Castellane et la commune de Digne-les-Bains. Le département, donc, qui vont faire une série de fouilles, cathédrale de Sénèze, site de Pétra et ailleurs. Et la commune de Digne, c'est la valorisation de la crypte de Notre-Dame-du-Bourg, la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg. Un projet de réalité augmentée. Et donc à Castellane, le projet d'aménagement de valorisation du site de Pétra Castellane. Rempart médiéval, donc en pierre alignée, très bien taillée, une maçonnerie à la chaux, qui a été probablement construit, si j'ai bien compris, de ce que j'ai vu, peut-être d'un coup, de manière assez homogène. Oui. C'était un gros investissement pour la ville. C'est comme aujourd'hui construire un barrage EDF, c'est un investissement collectif avec de l'argent qui est mis sur la table, des entreprises au XIIe siècle spécialisées, un ouvrage de très belle qualité. C'est pour ça que ça subsiste, hein. C'était l'outil militaire en fait. Et, donc toutes les maisons, elles ont disparu parce qu'elles étaient moins bien bâties. Là on avait Après c'était une question de survie, hein, d'avoir un bon rempart, c'est ce qui permettait de survivre à cette époque. Oui, aux attaques qu'il pouvait y avoir à cette époque. Ouais. Et à l'époque en maîtrise d'ouvrage public, donc encore une similitude avec aujourd'hui, puisque c'est de nouveau une maîtrise d'ouvrage public, 800 ans après. Et la chapelle, pareil, c'est une chapelle romane assez de très belle facture. On en voit peut-être un peu plus des chapelles romanes comme ça, des remparts comme ça. Il y en a, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup en Provence, à la fois aussi bien conservés et autant en péril, parce que il y a beaucoup d'endroits où il est quand même plus qu'en sursis, quoi. Voilà. Il y a des endroits où ça ne devrait pas tenir et ça tient encore. Donc c'est bien que la commune s'en occupe. Ouais, s'investisse dans cette restauration et cette restitution aussi. Voilà, je dirais de figer on parle de cristallisation, c'est-à-dire de ruines, on parle de cristalliser les ruines, c'est-à-dire les figer dans leur forme. On ne va pas les reconstruire, on va empêcher que ça s'effondre davantage autant que possible. Mais il ne s'agit pas de reconstituer, on ne pourrait pas parce qu'on ne sait pas exactement comment c'est fait. Et moi je trouve que de stabiliser sans détruire et sans reconstruire, ça permet de dire aux visiteurs aussi, toutes les pierres que vous voyez, ben, c'est authentique. Il n'y a aucune ambiguïté, c'est du XIIe siècle ou du début du XIIIe, je ne sais. Et donc il n'y a aucune ambiguïté. Et le message pour le visiteur est d'une simplicité, c'est limpide. Il y a la dimension historique. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas reconstruire. Même, Après, c'est un lieu scientifique, c'est un lieu de connaissance intellectuelle, c'est un lieu d'identité de la commune et des gens qui habitent ici. Et après, c'est un lieu d'émotion, c'est-à-dire c'est le mélange entre la ruine, la végétation, c'est la ville disparue, c'est comme il y a la ville ici et presque l'anti-ville ou l'anti-monde, en fait, alors que c'est à 2 pas l'un de l'autre, il y a un effet de surprise quand on arrive là-bas. Donc c'est quelque chose qui fait travailler l'imaginaire. Et je serais curieux de voir quand vous montez des classes d'enfants là-haut, comment ils réagissent ces enfants, si on leur explique un peu ce que c'était. Et de suite, il y a une dimension intéressante, c'est à la fois scientifique, intellectuelle et émotionnelle, poétique. Donc il y a Oui, ça permet aussi de comprendre un peu l'évolution des lieux et de l'espace dans le temps, quoi. Ouais, et puis c'est quand on voyage, on voit que là-haut, on voit qu'on vivait différemment d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, oui, c'est la différence qui a pu se passer, parce que là, on va quand même assez loin dans le temps, quoi. Voilà, donc c'est un voyage dans le temps et puis dans les modes de vie, parce que les gens qui habitaient là-haut, ils nous ressemblent, mais ils étaient aussi bien différents, je veux dire. Je ne sais pas où est-ce qu'il faudra aller sur la Terre pour retrouver le mode de vie qu'il y avait dans Pétra Castellana au XIIe siècle.
archéologues et les historiens ont déjà beaucoup travaillé dessus. Donc déjà, il y a une grosse compréhension de ce côté-là. Après, c'est comprendre aussi la végétation, la topographie, les circulations, les manières de se promener à l'intérieur. Et aussi de repérer toutes les traces de comment ça fonctionnait, comment c'était organisé à l'époque du XVIIe siècle, à l'époque médiévale. Alors à l'époque néolithique, ça va être plus compliqué, mais et une fois qu'on a compris ça, de se réinstaller dans ce fantôme ou dans de caresser le site dans le sens du poil, c'est-à-dire d'arriver à s'installer dans les structures qui ont à moitié disparu. Et du coup, tout peut bien fonctionner pour circuler et découvrir les lieux. Alors après, évidemment, il y aura un peu de signalétique, mais si on bosse bien, on devrait arriver à faire comprendre avec le parcours, avec le paysage et avec les consolidations de maçonnerie, déjà d'arriver à faire comprendre 80% de ce que ça pouvait être, d'évoquer ce que ça pouvait être, et évidemment la signalétique après vient rajouter les derniers éléments intellectuels ou d'émotion ou d'histoire qui sont nécessaires aux visiteurs, ou aux enfants, aux différents publics. Aux juin 2020, il faut que ça soit ouvert au public. Voilà. Fini. Ah oui, c'est relativement rapide. En sachant qu'on a quand même un vestige historique extrêmement précieux, exceptionnel, et donc c'est la conservation de ce vestige, ou l'ébauche, ou l'entame de la conservation de ce vestige, associée à l'usage qu'on peut en faire. C'est-à-dire on restaure, on consolide, en sachant qu'il y a directement un bénéfice d'usage. Et en sachant que ça rentre dans toute la logique de la vie de la commune, du canton, et de l'été, l'hiver. Voilà. C'est aussi un site qui est fréquenté, qui peut être fréquenté beaucoup à la mi-saison ou même en hiver, et qui doit être un peu difficile en été. Du coup, ça vient bien en balance avec les autres activités touristiques. Quand on sait qu'il y a un peu de saturation l'été, tous les développements des tourismes d'intersaison ou d'hiver, c'est vraiment à développer. En moyenne et basse saison, d'avoir cette offre aussi, de proposer ça en plus. Oui, ça permet d'étaler l'offre touristique sur Castellane. Et surtout que c'est un site quand même qui est relativement accessible et qui est très proche du village en fait. On n'a pas besoin de faire 10 km, voilà, en 20 minutes, une demi-heure, on monte, on est sur place. On est sur place, ouais. Et on voyage dans le temps. Et on est dans un autre monde. On est dans un autre monde, ouais. Et il y a une visibilité forte, par exemple, depuis la route de la côte, depuis les montagnes autour, depuis le col d'Élec. L'air de rien, c'est un morceau qui fait 200 mètres de long, et ça doit faire 1 ou 2 hectares. Donc 1 ou 2 hectares de paysage, quand c'est travaillé, on joue sur le grand paysage, et on travaille à l'échelle de ce que pouvait être la ville au Moyen-Âge, c'est-à-dire que c'était le point focal de toute la contrée autour. Hein. Oui, ça fait une vision. Place dans le paysage à redonner à Petra Castellana. Parce que là, pour l'instant, c'est que sous les buissons et on ne le voit pas. Et de même, consolider une ruine, ça lui redonne de suite une prestance, ça lui redonne de la masse, elle paraît plus grande, elle est plus visible, ça transforme les choses. Et, des bâtiments qui ont presque 1000 ans, 800 ans, facile, et donc ils sont en train de disparaître. Il y a des endroits où
Et là, une fois que ça a disparu, ben, on n'a plus aucun moyen de le... Enfin, c'est parti, c'est parti. Donc, oui, on n'arrive plus à retrouver les données techniques ou voilà, historiques. De le laisser partir, c'est de l'ordre c'est de l'irrémédiable. Oui, bah après, c'est compliqué de le retrouver. Ah, mais c'est juste impossible. Oui. Alors, il y a un premier ciblage qui va être fait avec l'investissement qui est prévu, qui est modeste, pour un site comme ça. Mais il faut savoir aussi que le lieu il a été abandonné au XIVe siècle, donc 600 ans d'abandon. Vous voyez les échelles de temps que ça met en jeu. Donc peut-être ce que vous commencez là sur Petra Castellana, c'est le début de l'aventure de Petra Castellana au XXIe siècle.